Avant de commencer, je veux que tu saches une chose. Ce que tu t'apprêtes à entendre, peu de gens ont le courage de le dire franchement. Pas les médecins dans leur cabinet, pas les influenceurs qui te vendent des compléments miracles, et certainement pas les publicités qui envahissent ton téléphone à 3 heures du matin en te promettant des résultats incroyables en 2 semaines. Moi, aujourd'hui, je vais te parler avec une honnêteté totale. Une honnêteté que tu mérites parce que ce sujet touche à quelque chose de profondément intime chez des millions d'hommes à travers le monde. Ce n'est pas un sujet honteux. Ce n'est pas un sujet tabou. C'est un sujet de santé. Un sujet humain. Un sujet qui mérite d'être traité avec le sérieux et le respect qu'on accorde à n'importe quelle autre question médicale. Alors installe-toi confortablement, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va peut-être changer ta façon de voir les choses, et dans certains cas, peut-être même changer ta vie. Commençons par le début. Commençons par ce que presque personne ne dit à voix haute, mais que tout le monde pense. Des millions d'hommes, partout dans le monde, quelle que soit leur culture, leur religion, leur niveau d'éducation ou leur statut social, ont un jour regardé leur corps et se sont posé cette question: est-ce que je suis normal? Ou est-ce que je suis suffisant? Est-ce que ma taille est acceptable? Et cette question, aussi intime soit-elle, a des conséquences énormes sur la vie quotidienne de ces hommes. Sur leur confiance en eux, sur leurs relations amoureuses, sur leur sexualité, sur leur bonheur tout simplement. Une étude publiée dans le British Journal of Urology International a révélé que parmi les hommes qui consultent un médecin en se plaignant d'avoir un pénis trop petit, la grande majorité d'entre eux se situe en réalité dans la plage de taille tout à fait normale. Ce n'est pas une question de taille réelle, c'est une question de perception. Et cette perception est façonnée par des années de messages culturels, de comparaisons dans les vestiaires, de films pour adultes qui présentent des corps complètement atypiques, comme si c'était la norme, et de publicités qui exploitent sans aucune honte les insécurités les plus profondes des hommes pour vendre des produits qui, dans la grande majorité des cas, ne fonctionnent tout simplement pas. Alors parlons de science, parlons de faits, parlons de ce que la recherche médicale dit réellement sur ce sujet. Et parlons aussi honnêtement des limites de cette science, parce que la vérité n'est jamais simple, et quiconque te dit le contraire essaie probablement de te vendre quelque chose. La première chose que la science nous dit, et c'est fondamental pour comprendre tout le reste, c'est que la taille du pénis est une caractéristique biologique déterminée principalement par la génétique. Tout comme la couleur de tes yeux, la forme de ton nez ou ta taille générale, les dimensions de ton pénis sont largement prédéterminées par les gènes que tu as hérités de tes parents. Cela ne veut pas dire que d'autres facteurs ne jouent aucun rôle. Les hormones, notamment la testostérone et les hormones de croissance, jouent un rôle crucial pendant le développement fœtal et pendant la puberté. L'alimentation, l'état de santé général et certaines conditions médicales peuvent également influencer le développement. Mais une fois que la puberté est terminée, une fois que le corps a fini de se développer, la taille du pénis est essentiellement fixée. Et c'est là que commencent les problèmes, parce que beaucoup d'hommes ne l'acceptent pas, et le marché de l'augmentation du pénis s'engouffre dans cette brèche avec une énergie et une créativité commerciale absolument remarquables. Ce marché est colossal. Tu ne peux pas imaginer à quel point il est gigantesque. On parle de milliards de dollars chaque année, dépensés par des hommes qui cherchent désespérément une solution à quelque chose qui, dans la plupart des cas, n'est pas vraiment un problème médical mais un problème de perception et d'estime de soi. Des pilules, des pompes, des étirements, des poids, des crèmes, des injections, des chirurgies, des régimes alimentaires spéciaux, des exercices particuliers, des dispositifs mécaniques de toutes sortes. Les solutions proposées sont infinies et leur point commun, c'est qu'elles sont presque toutes soutenues par des promesses extravagantes et une science extrêmement fragile, quand il y a de la science tout. Alors parcourons ensemble ces différentes méthodes, une par une, et regardons ce que la recherche médicale dit réellement à leur sujet. Pas ce que les fabricants disent, pas ce que les témoignages sur Internet disent, ce que les études cliniques, les essais contrôlés randomisés, les méta-analyses et les experts médicaux disent, parce que c'est la seule façon honnête d'aborder ce sujet. Commençons par les pilules et les suppléments parce que c'est probablement la catégorie la plus répandue et la plus accessible. Tu en as certainement vu. Ces petites bouteilles vendues sur Internet, en pharmacie ou dans certaines boutiques, avec des noms qui évoquent la puissance, la virilité, la nature. Des noms en latin, des noms africains, des noms qui sonnent scientifiques. Et sur les emballages, des affirmations spectaculaires. Gagnez 3, 4, 5 cm en quelques semaines. Et augmentez votre volume de 30, 40, 50%. Résultat garanti. Approuvé par des médecins, la liste est longue et les promesses sont toujours impressionnantes. La réalité, telle que la science la décrit, est beaucoup moins glamour. Aucun supplément oral, qu'il soit à base de plantes, de vitamines, de minéraux,
d'acides aminés ou de toute autre substance naturelle ou synthétique n'a jamais démontré dans une étude clinique rigoureuse et reproductible la capacité d'augmenter la taille du pénis. Aucun. Pas un seul. Cela ne veut pas dire que ces suppléments ne font rien du tout. Certains ont effectivement des effets sur la circulation sanguine, ce qui peut améliorer la qualité des érections. Certains peuvent avoir un effet sur les niveaux de testostérone, surtout chez les hommes qui ont une carence. Certains peuvent améliorer la libido, réduire le temps de récupération entre deux érections ou améliorer d'autres aspects de la santé sexuelle. Ce sont des effets réels et certains peuvent être bénéfiques. Mais augmenter la taille du pénis, non. Le tissu érectile ne peut pas être développé par une pilule. C'est anatomiquement impossible. Le pénis n'est pas un muscle que tu peux faire grossir avec de la nutrition sportive. Et pourtant, les témoignages pullulent. Des hommes qui jurent avoir gagné des centimètres après avoir pris tel ou tel produit. Comment expliquer ça? Plusieurs mécanismes entrent en jeu. D'abord, l'effet placebo, qui est un phénomène scientifiquement documenté et puissant. Quand on croit qu'un traitement va fonctionner, notre perception change. On observe son corps différemment. On remarque des choses qu'on n'aurait pas remarquées avant. Deuxièmement, l'amélioration de la circulation sanguine peut effectivement donner des érections plus pleines et plus fermes, ce qui peut donner l'impression d'un gain de taille sans que la taille réelle ait changé d'un millimètre. Troisièmement, beaucoup de ces témoignages sont tout simplement faux, fabriqués par des entreprises ou des affiliés payés pour promouvoir des produits. Et quatrièmement, il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation. Les hommes qui achètent ces produits veulent désespérément que ça marche, alors ils trouvent des preuves que ça marche, même quand ce n'est pas le cas. La Food and Drug Administration américaine, qui est l'une des agences de réglementation médicale les plus sérieuses et les plus rigoureuses au monde, a émis de nombreuses mises en garde contre des suppléments vendus pour l'amélioration sexuelle masculine. Non seulement parce qu'ils ne fonctionnent pas, mais aussi parce que certains contiennent des substances non déclarées potentiellement dangereuses. Des analyses de laboratoire ont révélé que certains de ces suppléments prétendument naturels contenaient en réalité des analogues du sildenafil, le principe actif du Viagra, sans que cela soit indiqué sur l'étiquette. Ce qui peut sembler être une bonne nouvelle jusqu'à ce que tu réalises que ces substances non déclarées peuvent provoquer des interactions médicamenteuses graves, des chutes de pression artérielle dangereuses, des problèmes cardiaques et d'autres effets indésirables sérieux. En d'autres termes, non seulement ces produits ne font pas ce qu'ils promettent, mais ils peuvent en plus te mettre en danger. Parlons maintenant des exercices et plus particulièrement d'une pratique connue sous le nom de gelking. Ou si tu t'es intéressé à ce sujet, tu as forcément rencontré ce terme. Le gelking est une technique manuelle qui consiste à faire des mouvements de traction répétés sur le pénis, généralement en état de semi-érection, dans le but d'allonger et d'élargir les tissus. Cette pratique existe depuis des siècles dans certaines cultures, notamment dans des communautés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, où elle était pratiquée comme un rite de passage ou une tradition masculine. Elle a connu un regain de popularité énorme avec Internet où des tutoriels, des forums et des communautés entières se sont développés autour de ce qu'on appelle le pénis enlargement ou PE. Les partisans du gelking et des autres exercices d'étirement affirment que cette pratique, effectuée régulièrement sur une longue période, peut provoquer des micro-déchirures dans les tissus du pénis qui, en se régénérant, augmentent la taille de l'organe. C'est un mécanisme similaire à celui qu'on invoque pour expliquer la croissance musculaire après un entraînement intensif. L'idée semble logique en surface. Mais voilà le problème, le pénis n'est pas un muscle. Sa structure anatomique est fondamentalement différente de celle d'un biceps ou d'un quadriceps. Il est principalement composé de tissu érectile, les corps caverneux et le corps spongieux, entouré d'une couche de tissu conjonctif appelée fascia de Buck et d'une membrane fibreuse appelée albuginée. Ces structures ne répondent pas aux stimuli mécaniques de la même façon que les fibres musculaires. Qu'est-ce que la science dit sur le gelking ? La réponse honnête est qu'il n'y a pas assez d'études cliniques rigoureuses pour tirer des conclusions définitives dans un sens ou dans l'autre. Les quelques études qui ont examiné des pratiques d'étirement pénien ont généralement trouvé des résultats modestes, souvent à la limite de la significativité statistique, et rarement avec des protocoles suffisamment rigoureux pour être vraiment fiables. Ce qu'on sait avec certitude, en revanche, c'est que le gelking pratiqué incorrectement, avec trop de force trop fréquemment ou sans précaution adéquate, peut causer des dommages réels. Des contusions, des ruptures de petits vaisseaux sanguins, des cicatrices, des douleurs et dans les cas graves, des dommages permanents au tissu érectile. Des urologues ont documenté des cas de dysfonction érectile directement attribuables à des pratiques d'étirement pénien trop agressives. Donc si tu envisages cette pratique, sachant que la preuve de son efficacité est très limitée, il faut au minimum être extrêmement prudent. Passons aux pompes péniennes, également appelées pompes à vide ou vacuum pump.
Ces dispositifs, qui créent une dépression autour du pénis pour y attirer le sang et provoquer une érection, ont en réalité une utilisation médicale légitime et bien documentée. Ils sont utilisés dans le traitement de la dysfonction érectile, notamment chez les hommes qui ne peuvent pas prendre de médicaments comme le Viagra ou chez ceux qui ont subi une prostatectomie. Dans ce contexte médical précis, les pompes à vide sont efficaces pour produire une érection suffisante pour avoir des rapports sexuels. Mais, et c'est crucial, cet effet est temporaire. Une fois que la pompe est retirée et que l'anneau constricteur n'est plus en place, l'érection disparaît. La pompe ne modifie pas la taille permanente du pénis. Certains fabricants de pompes péniennes prétendent que l'utilisation régulière peut entraîner des gains permanents sur le long terme, en invoquant à nouveau le mécanisme des microdéchirures et de la régénération tissulaire. Les preuves scientifiques de cet effet à long terme sont extrêmement limitées et peu convaincantes. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'utilisation incorrecte d'une pompe à vide, avec une pression excessive ou pendant une durée trop longue, peut causer des dommages sérieux, pétéchies, petites hémorragies sous-cutanées, œdème, engourdissement et dans les cas graves, des lésions du tissu érectile. Donc là encore, un risque réel pour un bénéfice extrêmement incertain. Venons-en maintenant aux dispositifs d'extension, aussi appelés extendeurs péniens. Ce sont des dispositifs mécaniques qui maintiennent le pénis en tension constante pendant plusieurs heures par jour, pendant une période de plusieurs mois. Le principe est basé sur une technique médicale réelle appelée distraction osseuse, utilisée en chirurgie orthopédique pour allonger les os. L'idée est que la tension mécanique constante stimule la production de nouveaux tissus qui remplacent progressivement le tissu étiré. Dans le contexte chirurgical, cette technique fonctionne vraiment pour les os. Mais le pénis n'est pas un os, et la question est de savoir si le même principe s'applique au tissu érectile. Et voilà quelque chose d'intéressant, les extendeurs péniens sont l'une des rares méthodes non chirurgicales pour lesquelles il existe des études cliniques avec une qualité méthodologique acceptable. Plusieurs études, dont certaines publiées dans des revues médicales sérieuses, ont examiné l'efficacité des extendeurs et ont trouvé des gains statistiquement significatifs, généralement de l'ordre d'1-2 cm en longueur après plusieurs mois d'utilisation régulière. Ces résultats ont conduit certains urologues à reconnaître les extendeurs comme une option potentiellement viable pour les cas de micropénis véritables ou pour des situations spécifiques comme la maladie de Peyronie, une condition qui provoque une courbure douloureuse du pénis due à des plaques de tissu fibreux. Cependant, plusieurs nuances importantes s'imposent. D'abord, ces études sont généralement de petite taille avec peu de participants, ce qui limite la robustesse des conclusions. Deuxièmement, les gains observés sont modestes, rarement plus de 2 cm, et ils concernent principalement la longueur à l'état flaccide, avec des effets moindres sur la longueur en érection. Troisièmement, l'utilisation correcte d'un extendeur nécessite de le porter plusieurs heures par jour, chaque jour, pendant des mois. C'est contraignant, inconfortable et beaucoup d'hommes abandonnent avant d'avoir complété le protocole complet. Quatrièmement, des effets indésirables ont été rapportés, notamment des éruptions cutanées, des douleurs, des engourdissements et dans certains cas des blessures. Donc même dans cette catégorie, qui est peut-être la plus sérieuse parmi les méthodes non chirurgicales, les résultats sont modestes, les contraintes sont importantes et les risques sont réels. Parlons maintenant des injections parce que c'est une catégorie qui a pris de l'ampleur ces dernières années avec le développement de certaines procédures cosmétiques. Des injections d'acide hyaluronique, le même type de produit utilisé pour les lèvres ou les joues dans la médecine esthétique, sont proposés pour augmenter le diamètre du pénis. Ce sont des procédures qui se font en cabinet médical sous anesthésie locale et dont les effets sont immédiats et visibles. Les résultats peuvent sembler impressionnants à court terme. Le pénis paraît plus épais, plus volumineux. Certains hommes sont satisfaits du résultat. Mais voilà ce qu'il faut savoir. Ces injections ne sont pas sans risque. Des complications ont été documentées. Asymétrie, formation de nodules, inflammation, infection, migration du produit et dans certains cas des réactions allergiques sévères. De plus, les résultats ne sont pas permanents. L'acide hyaluronique se résorbe naturellement avec le temps, généralement en 1 à 2 ans, ce qui nécessite des injections régulières pour maintenir le résultat. Et il faut noter que ces procédures n'augmentent pas la longueur du pénis, seulement sa circonférence. Et elles ne sont pas reconnues comme une procédure standard dans la communauté urologique internationale, ce qui signifie qu'elles sont souvent pratiquées en dehors d'un cadre médical rigoureux, avec des risques qui s'en trouvent amplifiés. Il existe aussi des injections de graisse autologue, c'est-à-dire de graisse prélevée sur le propre corps du patient, généralement l'abdomen ou les cuisses, et réinjectée dans le pénis. Cette procédure semble plus naturelle en surface, puisqu'elle n'utilise pas de produits étrangers, mais les résultats sont souvent décevants.
La graisse peut être réabsorbée de manière inégale, créant des irrégularités, des bosses ou une asymétrie. Des complications infectieuses et nécrotiques ont été rapportées. Et là encore, les résultats ne sont pas garantis ni permanents. Et maintenant, parlons de la chirurgie. La phalloplastie d'augmentation, c'est le terme médical pour les interventions chirurgicales visant à augmenter la taille du pénis. Il faut d'abord distinguer deux types de chirurgie, celles qui visent à augmenter la longueur et celles qui visent à augmenter le diamètre. Pour augmenter la longueur, la procédure la plus courante consiste à sectionner le ligament suspenseur du pénis, un ligament qui attache la base du pénis au pubis. Un ligament qui attache la base du pénis au pubis. En coupant ce ligament, une portion du pénis qui se trouve normalement à l'intérieur du corps, cachée sous la peau pubienne, est libérée vers l'extérieur, donnant l'apparence d'un pénis plus long. Cette procédure peut effectivement donner l'impression d'un gain de longueur, typiquement de l'ordre d'1 à 2 cm. Mais elle a des inconvénients sérieux. Premièrement, le gain est principalement visible à l'état flaccide. La longueur en érection change peu ou pas du tout, parce que le ligament suspenseur joue aussi un rôle dans le maintien de l'angle de l'érection. Deuxièmement, sans ce ligament, le pénis en érection peut perdre son ancrage et pointer vers le bas plutôt que vers l'avant ou vers le haut, ce qui peut rendre les rapports sexuels moins confortables ou moins satisfaisants pour les deux partenaires. Troisièmement, comme pour toute chirurgie, il y a des risques, infections, cicatrices, perte de sensibilité, et dans les cas graves, des complications qui peuvent compromettre la fonction érectile. Pour augmenter le diamètre, différentes techniques sont utilisées. Les greffes de graisse, les greffes de tissu, les implants, chacune a ses risques et ses limites. La Société internationale d'urologie et de nombreuses associations nationales d'urologie ont publié des mises en garde claires contre ces procédures. L'American Urological Association, par exemple, a explicitement déclaré que ces chirurgies manquent de données scientifiques suffisantes pour être recommandées de façon routinière et que leurs risques dépassent souvent leurs bénéfices. Les données sur les taux de complications sont préoccupantes, avec des problèmes allant de l'insatisfaction esthétique au dommage fonctionnel permanent. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que cette chirurgie est souvent proposée par des praticiens qui opèrent en dehors des cadres réglementaires stricts de la médecine urologique, parfois dans des cliniques dont les standards de soins laissent à désirer. Et des hommes qui se sont tournés vers ces options, souvent à l'étranger dans des pays où la réglementation est moins stricte, ont témoigné de complications graves qui ont transformé ce qui était une préoccupation esthétique en une véritable catastrophe médicale. Maintenant que nous avons passé en revue les méthodes, il est temps d'aborder quelque chose d'encore plus fondamental. Quelque chose que la plupart des discussions sur ce sujet évitent soigneusement. Et c'est la question de la norme. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce que la science dit sur la taille moyenne du pénis? Parce que si on ne répond pas à cette question, tout le reste n'a pas de sens. Des dizaines d'études ont mesuré la taille du pénis dans différentes populations à travers le monde. Et les résultats sont remarquablement cohérents. Une méta-analyse publiée dans le British Journal of Urology International en 2015, qui a analysé les données de plus de 15 000 hommes mesurés par des professionnels de santé selon des protocoles standardisés, a établi les chiffres suivants. La longueur moyenne du pénis flaccide est d'environ 9,16 cm. La longueur moyenne du pénis en érection est d'environ 13,12 cm. La circonférence moyenne en érection est d'environ 11,66 cm. Ces chiffres suivent une distribution normale, c'est-à-dire une courbe en cloche, avec la grande majorité des hommes se situant dans une plage relativement proche de cette moyenne. Maintenant, voici quelque chose d'extrêmement important que tu dois retenir. Le vrai micropénis, c'est-à-dire un pénis dont la taille est médicalement anormale et qui peut justifier une intervention médicale, est défini comme un pénis en érection de moins de 7 cm chez l'adulte. Cette condition est rare, très rare. Elle affecte moins de 1% des hommes. Dans la grande majorité des cas, les hommes qui consultent pour une préoccupation liée à la taille de leur pénis ont un organe tout à fait normal sur le plan médical. Ce qu'ils ont, c'est une perception déformée de ce que doit être la norme. Et d'où vient cette perception déformée? De plusieurs sources, toutes très puissantes sur le plan culturel. La pornographie est la première et la plus évidente. Les acteurs de l'industrie adulte sont sélectionnés en grande partie précisément parce qu'ils ont des caractéristiques physiques atypiques, dont une taille pénienne qui se situe à l'extrême supérieur de la distribution naturelle. Les voir à l'écran et inconsciemment les prendre comme référence de la norme revient à voir des joueurs de basketball professionnels et en déduire que tout homme qui mesure moins de 2 mètres est anormalement petit. C'est une distorsion cognitive que des millions d'hommes expérimentent sans même en être conscients. Les vestiaires sont une autre source de distorsion.
Les comparaisons informelles entre hommes se font presque toujours à l'état flaccide, dans des conditions de froid, de stress ou d'anxiété sociale, qui sont précisément les conditions qui favorisent la rétraction du pénis. Ce qu'on voit dans les vestiaires n'est absolument pas représentatif de la taille en érection, et les comparaisons dans ce contexte sont fondamentalement trompeuses. Les discussions entre hommes, les blagues, les sous-entendus culturels, le folklore autour de la taille pénienne comme indicateur de virilité, de puissance, de capacité sexuelle, ces récits ont des racines profondes dans de nombreuses cultures et ils exercent une pression considérable sur les hommes dès leur plus jeune âge. Dans de nombreuses cultures africaines, par exemple, la taille du pénis est profondément liée à la notion d'honneur et de masculinité, ce qui intensifie encore davantage l'anxiété que beaucoup d'hommes ressentent à ce sujet. Et puis il y a Internet, ce formidable amplificateur de toutes les anxiétés et de toutes les obsessions humaines. Des forums entiers dédiés à la comparaison, à l'évaluation, aux témoignages sur des méthodes d'augmentation. Des milliers de threads où des hommes partagent leurs mesures, leurs méthodes, leurs progrès supposés ou réels. Ces communautés peuvent créer un sentiment de normes complètement déconnectées de la réalité, où des mesures tout à fait normales semblent insuffisantes, et où l'obsession pour la taille peut devenir véritablement pathologique. Ce qui nous amène à parler d'une condition médicale réelle et sérieuse qui est directement liée à tout cela, la dysmorphie pénienne, parfois aussi appelée pénis panique, ou, dans la littérature médicale, small penis anxiety. C'est une forme de dysmorphopovie, c'est-à-dire une préoccupation excessive et invalidante pour un défaut physique perçu qui est soit absent, soit minime dans la réalité. Des études indiquent que la prévalence de cette anxiété est significative et qu'elle peut avoir des conséquences sévères sur la qualité de vie, évitement des relations intimes, anxiété sociale, dépression, dans les cas les plus graves, des pensées obsessionnelles et un isolement profond. Ce n'est pas une condition banale. Ce n'est pas juste de la coquetterie ou de la vanité masculine. C'est une souffrance réelle qui mérite une réponse thérapeutique sérieuse. Et cette réponse thérapeutique n'est généralement pas une pilule ou une chirurgie. C'est une thérapie cognitive et comportementale, un travail sur l'estime de soi, une déconstruction des croyances irrationnelles liées à la norme et à la performance. Des études ont montré que pour les hommes souffrant de cette anxiété, un accompagnement psychologique est significativement plus efficace et plus bénéfique à long terme que n'importe quelle intervention physique. Parlons maintenant de quelque chose dont on parle encore moins. La satisfaction sexuelle des partenaires et son lien réel avec la taille du pénis, parce que c'est au fond la préoccupation principale de beaucoup d'hommes. Ce n'est pas la taille en tant que telle qui les préoccupe. C'est ce que cette taille signifie pour leur capacité à satisfaire un partenaire, pour leur valeur en tant qu'amant, pour leur identité masculine. Et là, les études sont particulièrement intéressantes et leurs résultats devraient être une source de réconfort pour beaucoup d'hommes. Des enquêtes menées auprès de femmes hétérosexuelles ont montré de manière cohérente que la taille du pénis n'est pas le facteur le plus important dans la satisfaction sexuelle. Bien loin de là. Les facteurs qui arrivent systématiquement en tête dans ces enquêtes sont la communication, la connexion émotionnelle, l'attention portée aux besoins de l'autre, la durée de l'activité sexuelle, la technique, la confiance en soi de l'homme. La taille apparaît certes dans la liste, mais rarement comme le facteur primordial, et les femmes qui expriment une préférence pour les tailles plus grandes sont en minorité. Et même parmi elles, la préférence concerne davantage la circonférence que la longueur. Un point anatomique important à comprendre ici est que le vagin, dans sa configuration au repos, mesure en moyenne entre 7 et 10 cm de profondeur, et il est extrêmement élastique. Les 2 tiers internes du vagin n'ont pratiquement pas de terminaison nerveuse sensible. Les zones les plus sensibles, les plus réactives aux stimulations, sont situées dans le tiers extérieur du vagin, et notamment le clitoris, dont on a découvert relativement récemment que l'étendue anatomique complète est bien plus grande que ce qui est visible à l'extérieur, avec des extensions internes qui expliquent la fameuse zone G et les orgasmes vaginaux. Ce que tout cela signifie concrètement, c'est que la profondeur de pénétration n'est pas le facteur déterminant de la satisfaction féminine que beaucoup d'hommes imaginent. La stimulation des zones réellement sensibles peut très bien être assurée par un pénis de taille tout à fait ordinaire, et une pénétration trop profonde peut même être douloureuse pour certaines femmes, notamment en cas de contact avec le col de l'utérus. Des études menées auprès d'hommes homosexuels montrent des dynamiques similaires. La taille n'est pas le facteur prédominant dans la satisfaction sexuelle. La connexion émotionnelle, la compatibilité, la confiance, la communication, la technique arrivent systématiquement avant. Alors pourquoi est-ce que la taille occupe une place aussi démesurée dans l'imaginaire masculin? C'est une question qui mérite une réponse sérieuse, parce qu'elle touche à quelque chose de profond dans la façon dont les hommes construisent leur identité et leur estime d'eux-mêmes.
Historiquement, dans de nombreuses cultures, le phallus a été un symbole de pouvoir, de fertilité, de dominance. Or, des représentations exagérées du phallus se retrouvent dans des civilisations aussi différentes que la Rome antique, les cultures précolombiques, les traditions africaines, les cultures asiatiques. Le lien entre la taille du pénis et la virilité, le pouvoir et la valeur masculine a des racines culturelles et symboliques très profondes. Ce n'est pas une préoccupation récente inventée par Internet. C'est une anxiété humaine ancienne que l'époque moderne, avec ses nouvelles technologies de comparaison et ses marchés prêts à exploiter chaque insécurité, va simplement amplifier à une échelle inédite. Et dans ce contexte, la pression que les hommes ressentent est réelle et compréhensible. Ce n'est pas une faiblesse ou une stupidité que de ressentir cette pression. C'est une réponse humaine normale à des messages culturels très puissants. Le problème, c'est ce qu'on fait de cette pression. Est-ce qu'on la laisse nous pousser vers des solutions coûteuses, inefficaces ou dangereuses? Ou est-ce qu'on la déconstruit, on l'examine, on la recontextualise? Voici ce que la psychologie nous dit sur la façon dont la confiance sexuelle se construit vraiment. La confiance ne vient pas d'une mesure. Elle vient de la connaissance de soi, de la connaissance de son corps, de la capacité à communiquer avec son partenaire, de l'expérience accumulée, de la conscience que le plaisir est une co-création qui dépend bien plus de la qualité de la présence et de l'attention que de n'importe quelle caractéristique physique. Des études en psychologie sexuelle ont montré de manière répétée que les hommes qui ont une haute satisfaction sexuelle ne sont pas ceux qui ont les plus grandes mensurations. Ce sont ceux qui ont la meilleure confiance en eux, la meilleure communication avec leur partenaire et le meilleur rapport à leur propre corps. Il existe aussi une corrélation bien documentée entre l'anxiété de performance, qui inclut l'anxiété liée à la taille, et les difficultés sexuelles réelles comme la dysfonction érectile, l'éjaculation précoce et la difficulté à atteindre l'orgasme. L'anxiété est littéralement le pire ennemi de la performance sexuelle. Le cortisol, l'hormone du stress, a des effets vasoconstricteurs qui réduisent le flux sanguin vers le pénis et compromettent la qualité des érections. Un homme qui aborde chaque expérience sexuelle avec une anxiété intense liée à sa taille va créer les conditions qui rendent exactement le type de difficulté qu'il craint le plus. C'est un cercle vicieux, et la seule façon de le briser n'est pas d'acheter une pilule ou de pratiquer des exercices d'étirement. C'est de travailler sur la relation à soi-même. Continuons à explorer la science. Et parlons de testostérone, parce que c'est un sujet intimement lié à toutes les questions de santé sexuelle masculine, et parce qu'il y a beaucoup de confusion et de désinformation à ce sujet. La testostérone est l'hormone sexuelle masculine principale. Elle joue un rôle crucial dans le développement du pénis et des testicules pendant la période fœtale et pendant la puberté. Elle influence la libido, la fonction érectile, la production de spermatozoïdes, la masse musculaire, la densité osseuse, l'humeur, l'énergie et de nombreux autres aspects de la santé masculine. Des niveaux de testostérone insuffisants, ce qu'on appelle l'hypogonadisme, peuvent effectivement affecter la fonction sexuelle. Des érections moins fréquentes, une libido réduite, une éjaculation de moindre volume. Chez l'adolescent encore en développement, un déficit sévère de testostérone peut affecter le développement des organes génitaux. Mais chez l'adulte dont la puberté est terminée, les niveaux de testostérone n'influencent pas la taille du pénis. Même chez des hommes ayant des niveaux très élevés de testostérone, cela ne se traduit pas par un pénis plus grand. La taille est fixée à la fin de la puberté. Cependant, les niveaux de testostérone ont un impact réel sur la qualité des érections et sur la libido. Et beaucoup d'hommes qui se plaignent d'un pénis insuffisant ont en réalité des érections qui manquent de fermeté ou de qualité, ce qui peut effectivement sembler affecter la taille perçue. Un pénis en érection partielle est effectivement plus petit qu'un pénis en érection complète. Si des niveaux de testostérone insuffisants compromettent la qualité des érections, alors traiter ce problème hormonal peut effectivement améliorer la situation. Pas en augmentant la taille du pénis, mais en optimisant la qualité des érections pour qu'elles expriment pleinement le potentiel naturel de l'organe. Comment optimiser naturellement ces niveaux de testostérone? La science offre des réponses claires ici. Le sommeil est fondamental. Les niveaux de testostérone sont régulés par le rythme circadien et atteignent leur pic pendant les phases de sommeil profond. Des études montrent qu'une semaine de sommeil insuffisant peut réduire les niveaux de testostérone de manière significative chez de jeunes hommes en bonne santé. L'exercice physique, notamment l'entraînement en résistance comme la musculation, stimule la production de testostérone. L'alimentation joue également un rôle, des déficits en zinc, en vitamine D et en graisses saines peuvent affecter la production hormonale. Le stress chronique, qui maintient des niveaux de cortisol élevés, a un effet directement antagoniste sur la testostérone. L'alcool en excès réduit les niveaux de testostérone. L'obésité,
notamment la graisse abdominale viscérale, est associée à des niveaux de testostérone plus bas et à des niveaux d'estrogène plus élevés chez l'homme. Tout cela pour dire qu'avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, optimiser son mode de vie est la première étape, la plus simple, la plus accessible, la plus sûre, et celle qui a les preuves scientifiques les plus solides derrière elle. Maintenant, abordons un autre aspect crucial que beaucoup de discussions oublient complètement, la maladie de Peyronie. Parce qu'une proportion significative des hommes qui cherchent des solutions pour leur pénis ont en réalité une condition médicale réelle qui mérite un traitement médical sérieux. La maladie de Peyronie est caractérisée par la formation de plaques de tissu cicatriciel fibreux, appelées plaques fibrotiques, à l'intérieur du pénis, ce qui provoque une courbure souvent douloureuse en érection, une déformation de l'organe et parfois une réduction de sa longueur. Elle touche environ 1 à 2% des hommes, mais des études récentes suggèrent que sa prévalence réelle est probablement sous-estimée, car beaucoup d'hommes n'en parlent pas à leur médecin par honte. La maladie de Peyronie a des traitements médicaux reconnus. La collagénase de Clostridium histolyticum, commercialisée sous le nom de Jaflex, est une injection qui peut décomposer le tissu cicatriciel et réduire la courbure. La pénétration de l'extendeur pénien peut être efficace dans certains cas de Peyronie. Des options chirurgicales existent pour les cas sévères. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu as une courbure pénienne douloureuse, surtout si elle est apparue récemment et s'aggrave, c'est une condition médicale qui mérite une consultation sérieuse avec un urologue, et non une invitation à explorer les forums d'augmentation sur Internet. Parlons aussi de la relation entre le poids corporel et la taille apparente du pénis. C'est un facteur que beaucoup d'hommes ignorent complètement, mais dont l'impact est pourtant bien réel et bien documenté. Le pénis est ancré à la base du pubis, une accumulation de graisse dans la région pubienne et dans le bas-ventre peut littéralement enfouir la base du pénis dans les tissus graisseux, réduisant sa longueur apparente de manière parfois très significative. Cette partie cachée est appelée le pénis enfoui, ou buried penis. Des études ont montré que des hommes obèses ou en surpoids peuvent récupérer entre 2 et 5 cm de longueur apparente simplement en perdant du poids. 5 cm. C'est plus que ce que la grande majorité des méthodes d'augmentation prétendent pouvoir offrir. Et la perte de poids, c'est quelque chose que tu peux accomplir de façon sûre, saine, avec des bénéfices médicaux considérables pour l'ensemble de ta santé. Si tu es en surpoids et que tu te préoccupes de la taille de ton pénis, la première chose à faire, bien avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, c'est de perdre du poids. Cela peut être la solution la plus simple, la plus sûre et la plus efficace. Il y a aussi la question de la manscaping, c'est-à-dire l'épilation ou la taille de la pilosité pubienne. Des poils pubiens abondants peuvent visuellement masquer la base du pénis et réduire son apparence. Ce n'est pas une solution médicale, mais c'est un facteur esthétique simple qui peut changer la perception sans aucun risque et sans aucun coût. Abordons maintenant quelque chose d'extrêmement important du point de vue médical. Quand est-ce qu'il est vraiment justifié de consulter un professionnel de santé à ce sujet? La réponse est « plus souvent que tu ne le fais probablement ». Les hommes sont notoirement réticents à consulter des médecins pour des questions de santé sexuelle, par honte, par embarras, par peur d'être jugés ou moqués. Cette réticence est compréhensible humainement, mais elle peut avoir des conséquences médicales sérieuses. Tu devrais consulter un médecin si tu as une courbure pénienne anormale, surtout si elle est apparue récemment ou si elle est douloureuse. Si tu as des difficultés érectiles persistantes qui affectent ta qualité de vie. Si tu te doutes d'un déséquilibre hormonal, fatigue chronique, perte de libido, prise de poids inexpliquée, dépression, diminution de la masse musculaire, si tu as des douleurs pendant les rapports sexuels ou pendant les érections, si tu as des inquiétudes persistantes liées à la taille de ton pénis qui affectent ta qualité de vie, ta confiance en toi et tes relations. Dans ce dernier cas, un médecin de confiance ou un psychologue peut t'aider à évaluer si tes préoccupations sont médicalement fondées et te proposer un accompagnement adapté. Un bon médecin ne te jugera pas. Un bon médecin t'écoutera, évaluera ta situation de façon objective et te guidera vers les solutions réellement appropriées à ta situation spécifique. Ce qui peut très bien être de te rassurer que tout est normal, ou peut-être de traiter un problème médical réel qui n'a rien à voir avec la taille mais qui affecte ta santé sexuelle. Maintenant, voici quelque chose que peu de vidéos sur ce sujet disent, et que je veux dire clairement, la médecine a des limites réelles dans ce domaine. Il n'existe pas de solution sûre, efficace, accessible et permanente pour augmenter significativement la taille du pénis adulte. C'est la réalité médicale en 2000. Ceux qui te promettent le contraire te mentent ou ils te vendent quelque chose. La chirurgie peut offrir des modifications mineures avec des risques significatifs. Les extendeurs peuvent offrir des gains modestes avec des contraintes importantes. Pour le reste, les preuves sont insuffisantes ou inexistantes. Mais voici ce que la médecine peut faire, et c'est considérable, très
traiter les problèmes médicaux réels qui affectent la santé sexuelle, améliorer la qualité des érections par des médicaments éprouvés si nécessaire, traiter la maladie de Peyronie, optimiser les niveaux hormonaux si un déséquilibre est diagnostiqué, et surtout aider les hommes qui souffrent d'une anxiété invalidante liée à leur corps à retrouver une perception saine d'eux-mêmes, ce qui est souvent ce dont ils ont le plus besoin. Parlons maintenant de la santé pénienne en général parce qu'il y a des choses très concrètes que tu peux faire pour maintenir ton pénis en bonne santé, optimiser sa fonction et indirectement améliorer ta vie sexuelle de façon réelle et mesurable. La santé cardiovasculaire est intimement liée à la santé érectile. Le pénis est un organe vasculaire. Une érection, c'est essentiellement du sang qui remplit les corps caverneux sous pression. Tout ce qui affecte la santé de tes vaisseaux sanguins affecte la qualité de tes érections. L'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'athérosclérose, toutes ces conditions cardiovasculaires ont pour effet secondaire bien connu la dysfonction érectile. Et elle se développe souvent silencieusement pendant des années avant de devenir apparente. La dysfonction érectile peut même être un signe précurseur d'une maladie cardiovasculaire sous-jacente, ce qui souligne encore l'importance de consulter un médecin si tu as des problèmes érectiles persistants. Inversement, tout ce qui est bon pour ton cœur est bon pour ton pénis. L'exercice régulier améliore la circulation sanguine, réduit l'inflammation, optimise les niveaux hormonaux. Une alimentation équilibrée, riche en légumes, en fruits, en protéines de qualité, en graisses saines comme celle de l'avocat, des noix et de l'huile d'olive, et pauvre en sucre raffiné et en graisses saturées, protège les vaisseaux sanguins. Ne pas fumer est probablement l'une des meilleures choses que tu puisses faire pour ta santé érectile. La nicotine provoque une vasoconstriction qui affecte directement la qualité des érections. Et le tabagisme chronique endommage les parois des vaisseaux sanguins de façon cumulée et souvent irréversible. L'hygiène pénienne est aussi importante et souvent négligée dans les discussions sur la santé masculine. Un nettoyage régulier et correct du pénis, notamment sous le prépuce si présent, prévient les infections et les irritations qui peuvent affecter la santé et la fonction de l'organe. La prévention des infections sexuellement transmissibles par l'utilisation de préservatifs est évidemment fondamentale pour la santé sexuelle globale. Des érections régulières, même en dehors de l'activité sexuelle, comme les érections nocturnes et matinales, sont importantes pour la santé du tissu érectile. Ces érections nocturnes, dont la fréquence diminue naturellement avec l'âge mais qui ne disparaissent pas complètement chez un homme en bonne santé, servent à oxygéner le tissu érectile et à maintenir son élasticité. Si tu ne les as plus du tout, c'est un signal qu'il peut y avoir quelque chose à vérifier médicalement. Parlons aussi de l'alcool et des drogues. L'effet à court terme de l'alcool sur la fonction érectile est bien connu et souvent raillé culturellement, mais l'effet à long terme de la consommation chronique d'alcool sur la santé sexuelle masculine est beaucoup plus sérieux. Une consommation chronique élevée d'alcool peut endommager les nerfs qui contrôlent les érections, réduire les niveaux de testostérone et causer des dommages hépatiques qui affectent le métabolisme hormonal. De nombreuses drogues illicites, notamment les opioïdes et les stimulants comme la cocaïne et les amphétamines, ont des effets négatifs documentés sur la fonction sexuelle masculine à long terme. Et les stéroïdes anabolisants, utilisés en musculation pour développer la masse musculaire, ont un effet paradoxal bien connu. Ils peuvent effectivement développer les muscles, mais en même temps, en perturbant l'axe hormonal naturel, ils peuvent provoquer une atrophie testiculaire, réduire la production de testostérone endogène, et créer des problèmes érectiles parfois irréversibles. Je veux aussi parler de quelque chose qui touche spécifiquement au contexte culturel africain, parce qu'une grande partie de notre audience vient de ces communautés. En Afrique, et notamment dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne et centrale, il existe un ensemble de pratiques traditionnelles, de remèdes à base de plantes, de rituels, qui prétendent augmenter la taille du pénis ou améliorer les performances sexuelles. Ces pratiques font partie du tissu culturel et spirituel de ces sociétés, et elles méritent d'être abordées avec respect et nuance. Certaines plantes utilisées dans ces traditions ont effectivement des propriétés pharmacologiques qui peuvent influencer la santé sexuelle. Des études ont examiné certaines de ces plantes et ont effectivement trouvé des effets sur la libido, la circulation sanguine, les niveaux hormonaux. La recherche ethnopharmacologique prend au sérieux ces traditions et les examine scientifiquement. Mais il y a une différence cruciale entre améliorer la qualité des érections ou la libido, ce qui peut être réel, et augmenter la taille physique de l'organe, ce qui n'a jamais été démontré pour aucune substance végétale. De plus, certaines pratiques traditionnelles peuvent être dangereuses. Or, des applications de substances caustiques sur le pénis dans l'espoir de le faire gonfler ont causé des brûlures chimiques sévères et des dommages permanents. Des pratiques d'étirement extrêmes pratiquées dès le jeune âge peuvent causer des traumatismes tissuels. L'absence de validation scientifique ne signifie pas que ces pratiques sont sans danger.
et certaines d'entre elles ont causé des préjudices médicaux documentés. Il y a aussi la dimension psychologique particulière dans ces contextes culturels. La virilité masculine, souvent mesurée en partie à travers les performances et les caractéristiques sexuelles, est une valeur culturelle extrêmement puissante dans beaucoup de sociétés africaines. Les hommes qui ne se sentent pas à la hauteur de ces standards culturels peuvent souffrir d'une honte profonde et silencieuse, d'une souffrance réelle qui n'est jamais parlée, jamais partagée, jamais traitée. Cette souffrance mérite d'être reconnue et prise en charge, pas par des remèdes miracles, mais par une conversation honnête sur ce que la masculinité peut et devrait signifier dans un monde moderne, et sur les ressources qui existent pour aider les hommes à aller mieux. Parlons maintenant de l'avenir de la recherche dans ce domaine. La science n'est jamais figée, et il serait malhonnête de prétendre que nous avons toutes les réponses. Les chercheurs explorent actuellement des pistes qui pourraient ouvrir de nouvelles possibilités. La thérapie par onde de choc focalisée à basse intensité, une technique déjà utilisée pour traiter certaines formes de dysfonction érectile et potentiellement utile dans la maladie de Peyronie, fait l'objet de recherches actives. Des techniques d'ingénierie tissulaire et de médecine régénérative, impliquant notamment les cellules souches, sont explorées pour la reconstruction de tissus érectiles dans des contextes de traumatisme ou de chirurgie. Ces recherches en sont encore à des stades préliminaires, et les résultats cliniques restent incertains, mais elles représentent des pistes scientifiques sérieuses. Il est également possible que les futures décennies voient des avancées dans notre compréhension de la plasticité du tissu érectile, c'est-à-dire de sa capacité à répondre à des stimuli et à se remodeler. Si c'est le cas, de nouvelles interventions pourraient devenir disponibles avec des preuves d'efficacité plus solides que ce qui existe aujourd'hui. Mais en attendant, les promesses du futur ne justifient pas de dépenser de l'argent et de prendre des risques pour des produits qui n'ont pas fait leurs preuves aujourd'hui. Je veux aussi aborder la dimension relationnelle de tout cela, parce qu'on ne peut pas parler de santé sexuelle masculine sans parler des relations dans lesquelles cette sexualité s'exprime. Des recherches en sexologie montrent que la satisfaction sexuelle dans un couple ne dépend pas de caractéristiques physiques mesurables. Elle dépend de la qualité de la communication entre les partenaires sur leurs désirs, leurs besoins, leurs préférences. Elle dépend de la confiance et de la sécurité émotionnelle dans la relation. Elle dépend de la volonté d'explorer, d'expérimenter, d'apprendre ensemble. Des couples peuvent avoir une vie sexuelle extraordinairement satisfaisante avec des anatomies tout à fait ordinaires, et des couples peuvent avoir une vie sexuelle insatisfaisante malgré tous les attributs physiques que la culture associe à la performance. La compétence sexuelle, si l'on peut utiliser ce terme, n'est pas une caractéristique innée liée à la morphologie. C'est quelque chose qui se développe, qui se cultive, qui s'apprend, souvent en couple et souvent à travers une communication ouverte et honnête. Un homme qui consacre son énergie à mieux connaître son corps, à mieux connaître le corps de son ou sa partenaire, à apprendre à communiquer sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, va systématiquement obtenir de meilleurs résultats en termes de satisfaction sexuelle qu'un homme qui consacre cette même énergie à chercher des moyens d'augmenter une mesure sur une règle. Et cela nous amène au concept de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence sexuelle. L'intelligence sexuelle, c'est la capacité à comprendre et à naviguer les complexités de sa propre sexualité et de celle des autres avec conscience, respect et compétence. Elle comprend la connaissance de son propre corps, la capacité à reconnaître et à communiquer ses propres désirs et limites, l'empathie pour les désirs et les limites de l'autre, la compréhension que le plaisir est une responsabilité partagée dans un contexte de mutualité, la conscience que la sexualité évolue au fil du temps et que ce qui fonctionne à un moment de la vie peut ne pas fonctionner de la même façon à un autre. L'intelligence sexuelle ne s'achète pas dans une boutique en ligne. Elle se développe avec le temps, l'expérience, la réflexion et souvent avec l'aide de ressources éducatives sérieuses ou d'un thérapeute qualifié. Revenons un moment sur la question économique parce qu'elle est importante. Le marché de l'augmentation pénienne représente des milliards de dollars annuels. Ce n'est pas un marché qui a intérêt à ce que ses clients soient satisfaits, dans le sens où un marché sain est un marché dans lequel le produit fonctionne si bien que le client n'a plus besoin de revenir. Non, c'est un marché dont la survie dépend de l'entretien d'une insatisfaction permanente. Tant que tu te sens insuffisant, tant que tu penses que la solution est à portée de carte bancaire, tu resteras un client potentiel. Les témoignages fabriqués, les avant-après manipulés, les pseudosciences présentées avec l'autorité de vraies études, tout cela sert un même objectif, garder les hommes insécures et dépensiers. Reconnaître ce mécanisme, c'est déjà un premier pas vers s'en libérer. Pense aussi à ce que représentent ces dépenses en termes d'opportunités manquées. L'argent dépensé en pilules qui ne fonctionnent pas, en dispositifs qui font des promesses vides, en procédures coûteuses et risquées, c'est de l'argent qui aurait pu être consacré à des choses qui améliorent vraiment ta vie et ta santé. Une meilleure alimentation, un abonnement à une salle de sport,
Des séances avec un thérapeute pour travailler sur ta confiance en toi. Des expériences partagées avec les personnes que tu aimes. Du temps pour des activités qui te ressourcent et renforcent ton sentiment de valeur personnelle. Chaque euro ou franc CFA dépensé sur un produit qui ne fonctionnera pas est une ressource détournée de quelque chose qui pourrait réellement te faire du bien. Je veux aussi parler de la santé mentale des hommes de façon plus large, parce que les préoccupations liées au corps et à la sexualité s'inscrivent dans un contexte plus vaste de santé mentale masculine qui est souvent négligé. Dans beaucoup de cultures, les hommes sont socialisés pour cacher leur vulnérabilité, ne pas parler de leurs souffrances, trouver des solutions pratiques plutôt que d'exprimer des émotions. Ce modèle de masculinité, souvent qualifié de masculinité toxique dans les discussions contemporaines, même si ce terme peut parfois sembler réducteur, a des conséquences réelles sur la santé des hommes. Les hommes consultent moins souvent les médecins, ils parlent moins souvent de leurs difficultés émotionnelles. Ils souffrent en silence plus souvent. Et parfois, la préoccupation pour la taille du pénis est une façon indirecte et socialement acceptable, dans les termes de la culture masculine, d'exprimer une souffrance plus profonde liée à l'estime de soi, au sentiment d'inadéquation, à la peur du rejet ou à des difficultés relationnelles qui mériteraient une attention directe. Les hommes ont le droit de souffrir, ils ont le droit d'exprimer leurs insécurités. Ils ont le droit de demander de l'aide. Et reconnaître cela, c'est peut-être la chose la plus importante que cette vidéo peut t'offrir, la permission de prendre soin de toi-même, pas seulement physiquement mais mentalement, pas seulement en cherchant des solutions commerciales à des problèmes perçus, mais en cherchant des connexions humaines authentiques, du soutien professionnel si nécessaire, et une relation à toi-même plus bienveillante et plus honnête. Reprenons les faits clés pour que tu puisses les retenir clairement. La taille du pénis est principalement déterminée par la génétique et est fixée à la fin de la puberté. La taille moyenne en érection se situe autour de 13 cm et la grande majorité des hommes se situe dans une plage normale. Le vrai micropénis, médicalement défini, est rare et concerne moins d'1% des hommes. Aucun supplément oral n'a démontré la capacité d'augmenter la taille du pénis. Les exercices comme le jelqing n'ont pas de preuves scientifiques solides d'efficacité et peuvent causer des dommages. Les pompes à vide peuvent améliorer temporairement les érections mais ne modifient pas la taille de façon permanente. Les extendeurs peuvent offrir des gains modestes avec des mois d'utilisation régulière, mais avec des résultats limités et des risques potentiels. Les injections et les chirurgies comportent des risques significatifs qui doivent être évalués sérieusement par un professionnel de santé qualifié. La satisfaction sexuelle des partenaires dépend bien davantage de la communication, de la technique et de la connexion émotionnelle que de la taille. La perte de poids peut significativement améliorer l'apparence du pénis chez les hommes en surpoids. L'anxiété liée à la taille est une condition médicale réelle qui mérite un traitement psychologique approprié. La santé sexuelle globale dépend de la santé cardiovasculaire, des habitudes de vie et de la qualité des relations. Voilà. C'est la vérité. Pas celle que les marchands de rêves veulent que tu entendes. La vraie. Celle que la science, avec toutes ses imperfections et ses limites, a patiemment construite au fil des décennies et des études. Je sais que ce n'est pas le message que beaucoup d'entre vous espéraient entendre. Peut-être que tu espérais une révélation, un secret bien gardé, une technique miraculeuse que les médecins refusent de partager. Ce secret n'existe pas, du moins pas sous la forme d'une méthode d'augmentation physique. Mais le vrai secret, si on peut l'appeler ainsi, c'est celui-là. La qualité de ta vie sexuelle, la satisfaction de tes partenaires, ta confiance en toi comme amant. Tout cela dépend infiniment plus de qui tu es que de combien tu mesures. Et qui tu es, ça c'est quelque chose sur lequel tu as un vrai pouvoir. Tu as le pouvoir de devenir quelqu'un qui prend soin de sa santé, qui adopte de bonnes habitudes de vie, qui consulte un médecin quand c'est nécessaire. Tu as le pouvoir de devenir quelqu'un qui communique avec ses partenaires, qui prend le temps d'apprendre, qui s'intéresse aux besoins de l'autre et pas seulement aux siennes. Tu as le pouvoir de devenir quelqu'un qui construit son estime de soi sur des bases solides, sur ses valeurs, ses qualités, ses actes, et non sur une mesure physique arbitraire définie par une industrie pornographique ou des standards culturels souvent irréalistes. Tu as le pouvoir de briser le cycle d'insécurité et de dépenses inutiles que l'industrie de l'augmentation pénienne vit de ton entretien. Et tu as le pouvoir de chercher de l'aide, professionnelle si nécessaire, pour tout ce qui affecte vraiment ta qualité de vie et ton bien-être. C'est ça, la vraie réponse que la science offre à la question que tu te poses. Pas une pilule, pas un appareil, pas une chirurgie, une invitation à te connaître mieux, à te traiter avec plus de bienveillance et à investir tes ressources, ton temps, ton argent, ton énergie, dans ce qui a vraiment de la valeur. Avant de conclure définitivement, je veux adresser un message particulier aux hommes qui souffrent vraiment de cette anxiété de façon sévère. Et si tu passes des heures par jour à penser à ta taille,
Si cette préoccupation t'empêche d'avoir des relations intimes, si elle te cause une détresse importante, ou si elle affecte ta capacité à fonctionner normalement dans ta vie quotidienne, s'il te plaît, parlant à un professionnel de santé. Un médecin de famille, un urologue, un psychologue, un psychiatre si nécessaire. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. C'est de l'intelligence. Et des traitements efficaces existent pour la dysmorphobie et pour les anxiétés qui y sont associées. Ces thérapies cognitives comportementales, des thérapies d'acceptation et d'engagement, parfois associées à un traitement médicamenteux si nécessaire, peuvent véritablement transformer la qualité de vie des hommes qui souffrent de ce type d'anxiété. Tu mérites d'être bien dans ton corps et dans ta tête, indépendamment de ce que tu mesures, indépendamment de ce que la culture te dit que tu devrais mesurer. Tu mérites une vie sexuelle épanouie, des relations satisfaisantes et une estime de toi-même fondée sur des bases réelles. Et ça, c'est accessible. Pas à travers une boutique en ligne, mais à travers le travail sur soi, le soin apporté à sa santé et la connexion aux autres. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Ce n'était pas une vidéo facile à faire, et je suppose que ce n'était pas non plus une vidéo facile à regarder pour certains d'entre vous. Mais si tu en retiens une seule chose, que ce soit celle-ci, tu es probablement beaucoup plus normal que tu ne le penses, et ce qui peut vraiment changer ta vie sexuelle et ta confiance en toi n'est pas de l'ordre du centimètre, mais de l'ordre de la connaissance, du soin et de la connexion. Prends soin de toi. Et si quelqu'un dans ta vie a besoin d'entendre ce message, partage cette vidéo avec lui. Parce que cette conversation, on devrait la tenir bien plus souvent.